Ils pensaient que c'était une autre routine. Un convoi sur la route poussiéreuse du Sahel, un simple contrôle douanier. Mais ce qu'ils ont trouvé a changé le destin de la nation. Des explosifs, du cyanure et des médicaments contrefaits. Un secret caché dans des caisses de ciment, prêt à empoisonner des rivières et des villages. Ce n'était pas une simple saisie, c'était un acte de guerre. Sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se dressait contre une menace invisible. L'âme du pays était en jeu. Mais pourquoi ce convoi avait-il été choisi? Et que signifie cette découverte pour l'avenir du pays? Ibrahim Traoré pourra-t-il sauver son peuple sans l'aide extérieure? Le Burkina Faso, une nation marquée par des décennies de coups d'État et de conflits, se retrouvait aujourd'hui confronté à un défi plus insidieux que jamais. Un réseau criminel bien organisé, infiltrant le pays avec des marchandises de destruction massive. Mais ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, il s'agissait de dignité et de souveraineté. Ibrahim Traoré, jeune capitaine, s'est levé pour reprendre le contrôle, pas seulement de la frontière, mais de l'âme de son pays. Les douaniers, les soldats et les civils se sont unis sous son commandement, déterminés à protéger leurs terres et leur peuple. Mais cette mission risquait de se retourner contre eux. Le danger était réel. Les produits chimiques pouvaient détruire des vies en quelques heures, les explosifs causaient des pertes humaines massives. Et à chaque étape, le capitaine Traoré devait prendre des décisions cruciales. Si le réseau n'était pas démantelé, le pays risquait de sombrer dans l'anarchie. Le destin du Burkina Faso reposait désormais sur les épaules de Traoré et de ses hommes. Dans la chaleur étouffante du Sahel, où chaque souffle d'air soulève un nuage de poussière, un camion transportant du ciment franchit la frontière avec des papiers en règle. Mais un détail a attiré l'attention d'un jeune inspecteur à la douane. La date de la cargaison. C'était une divergence subtile, mais suffisamment étrange pour éveiller des soupçons. Après une surveillance discrète, les douaniers ont remarqué une anomalie. Les camions arrivaient toujours en fin de journée, sous prétexte de transporter des matériaux de construction, mais aucune construction n'avait jamais suivi. Cela a fait naître une question. Pourquoi ces camions, apparemment innocents, transportaient-ils toujours des marchandises sans valeur pour le pays? En traçant les itinéraires, les autorités ont découvert une véritable ligne de contrebande. Ce n'était pas juste un trafic isolé. C'était un réseau bien huilé, impliquant des produits chimiques pour l'extraction illégale de l'or, des explosifs pour des groupes armés et des médicaments contrefaits. Chaque cargaison était une pièce d'un puzzle qui prenait forme à mesure que les douaniers cherchaient des indices. Mais ce n'était que le début. Les autorités n'avaient encore aucune idée de l'ampleur de la menace. La douane a alors mis en place une opération secrète. Un groupe restreint d'officiers a été déployé pour surveiller les convois suspects. Leur tâche, observer, écouter et attendre que l'erreur se produise. Pendant des semaines, ils se sont infiltrés dans les réseaux de commerçants, dormant dans les camions, se mêlant aux autres pour ne pas attirer l'attention. Un soir, l'erreur est survenue. Un convoi a tenté de contourner le point de contrôle principal en empruntant une route isolée. Les douaniers avaient maintenant suffisamment d'informations pour agir. Le capitaine Ibrahim Traoré savait que le Burkina Faso ne pouvait plus se permettre de fermer les yeux. Le pays était fatigué d'attendre des miracles de l'extérieur. Après des décennies de chaos, de pauvreté et de coups d'État, il était temps de prendre les choses en main. Sous son commandement, les douaniers et les soldats ne se contentaient plus de protéger les frontières, ils étaient devenus des gardiens d'une nation en pleine reconstruction. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un terrain de lutte pour les insurgés et les groupes criminels, se transformait lentement en une nation unie, prête à défendre sa souveraineté. Les premières réformes initiées par Traoré ont eu un impact immédiat. Les points de contrôle, autrefois des lieux de corruption et de contrebande, sont devenus des bastions de sécurité. La discipline et la rigueur étaient les maîtres mots, mais ce n'était pas facile. La route était semée d'embûches. La résistance à l'intérieur du pays comme à l'extérieur était farouche. Chaque décision prise par Traoré était un pari risqué. Il savait que ses actions pouvaient déclencher des représailles violentes. Pourtant, il persévérait. Les hommes et les femmes sous son commandement comprenaient l'importance de leur mission. Ils n'étaient plus seulement des soldats ou des douaniers, ils étaient les défenseurs de l'avenir du Burkina Faso.
Le piège était en place. Après des mois d'observation discrète, l'équipe des douanes a réuni suffisamment de preuves pour passer à l'action. Le convoi qu'ils avaient suivi de près allait tenter de contourner le point de contrôle principal. Ce n'était pas un simple camion transportant des marchandises ordinaires. Sous les couches de ciment, il y avait des explosifs et des produits chimiques, destinés à nourrir des réseaux criminels et des insurgés. Le moment était venu de démanteler cette menace avant qu'il ne soit trop tard. À la tombée de la nuit, sous une couverture de sécurité maximale, les officiers ont tendu un piège. Aucun coup de feu n'a été tiré, seulement un craquement métallique des menottes qui se sont fermées autour des poignets des trafiquants. La saisie a révélé une découverte choquante, des barils scellés contenant des explosifs, du cyanure et des médicaments contrefaits. Il était évident que ce réseau ne se contentait pas de contrebande. Il visait à déstabiliser l'état de l'intérieur. Ce n'était pas juste une question de trafic illégal, c'était un plan bien orchestré pour semer la terreur et la destruction à l'échelle nationale. Les douaniers ont rapidement sécurisé la zone, et une équipe d'ingénieurs militaires est intervenue pour désamorcer les explosifs et neutraliser les produits chimiques. Chaque nouvelle découverte renforçait l'urgence de la mission. Ce qui semblait être une simple saisie de marchandises s'est transformé en une opération de grande envergure visant à protéger non seulement la frontière, mais l'ensemble de la nation. La sécurité du Burkina Faso était en jeu, et Traoré savait que chaque minute comptait. Les explosions et les produits chimiques découverts dans les camions pouvaient causer des ravages. Si cette cargaison avait traversé la frontière sans contrôle, des vies auraient été perdues, des rivières polluées, et des villages réduits en cendres. Mais ce n'était pas la fin. Les informations collectées ont révélé un réseau beaucoup plus vaste opérant à l'échelle du Sahel, et Traoré devait prendre des mesures encore plus audacieuses pour mettre fin à cette menace. La bataille ne faisait que commencer, et les douaniers, soutenus par l'armée, étaient prêts à aller jusqu'au bout. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À ce moment précis, les douaniers avaient découvert plus de 200 barils de produits chimiques, dont du cyanure et des explosifs. Ces substances, si elles avaient été utilisées, auraient pu détruire des villages entiers. Le cyanure seul était suffisant pour empoisonner les rivières et causer des milliers de morts. Un rapport d'analyse a révélé que les quantités saisies étaient suffisamment grandes pour détruire l'environnement et nuire gravement à l'agriculture locale, une industrie vitale pour le Burkina Faso. En plus de ces produits chimiques, plus de 50 000 comprimés de médicaments contrefaits ont été découverts, destinés à être vendus dans des régions où les soins de santé étaient déjà limités. Ces faux médicaments pouvaient tuer des centaines de personnes si elles étaient ingérées, un autre exemple de la cruauté du réseau. Mais les statistiques les plus frappantes étaient celles qui révélaient l'ampleur du trafic. Les enquêteurs ont estimé que plus de 70% des produits saisis provenaient de pays voisins comme le Mali et le Niger. Ce réseau de contrebande traversait les frontières en toute impunité, nourrissant des insurgés et des groupes criminels au sein même du Sahel. La plupart des produits étaient transportés via des routes isolées et peu surveillées, créant un corridor dangereux pour la stabilité de la région. Les informations recueillies sur le terrain ont permis de retracer l'origine des expéditions. Une société écran en Côte d'Ivoire, prétendant importer des produits agricoles, était au centre de l'opération. Cette société avait des connexions avec des groupes rebelles et des réseaux de trafic d'armes, augmentant ainsi la menace. En utilisant ces données, Traoré a commencé à mettre en place une stratégie de ciblage pour démanteler le réseau en coordonnant les efforts entre les forces de sécurité du Burkina Faso, l'armée et les services de renseignement internationaux. Les mesures prises ont permis de rendre les points de contrôle plus efficaces tout en renforçant la surveillance le long des frontières. Les résultats étaient déjà visibles. Le trafic de ces substances dangereuses a été fortement réduit et les autorités ont démantelé plusieurs cellules de contrebande opérant dans le pays. Cependant, Traoré savait que ce n'était que la première victoire dans une guerre plus large contre la corruption et la criminalité organisée. Le réseau de contrebande auquel le capitaine Ibrahim Traoré faisait face n'était pas seulement un problème logistique, c'était une véritable guerre sur plusieurs fronts, impliquant des intérêts puissants, des acteurs locaux et internationaux, ainsi que des répercussions sur la stabilité de toute la région du Sahel.
D'un côté, certains experts ont soutenu que la répression brute de ce réseau était essentielle pour la survie du Burkina Faso. Selon eux, l'État devait renforcer sa capacité à contrôler ses frontières, à sécuriser ses points de contrôle et à éliminer les menaces de manière décisive. La sécurité nationale et la souveraineté étaient en jeu. Traoré, dans ce contexte, se devait d'agir sans attendre l'approbation de la communauté internationale. Ce point de vue était celui des militaires et de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement, qui croyaient que la force était nécessaire pour sauver la nation d'une déstabilisation croissante. D'un autre côté, il y avait ceux qui pensaient que cette approche pouvait avoir des conséquences négatives sur le long terme. Certains analystes en géopolitique ont suggéré que la réponse agressive du Burkina Faso risquait d'attiser encore plus la violence dans la région, renforçant la position des groupes armés qui se nourrissaient de l'instabilité. Ces experts plaidaient pour une approche plus diplomatique, où la coopération avec les nations voisines et des initiatives de développement économique à long terme seraient les clés pour contrer les groupes terroristes et les réseaux de trafic. Ils affirmaient que la répression violente des contrebandiers ne ferait qu'accélérer le cycle de la violence et exacerber les tensions. Traoré, néanmoins, comprenait que ces deux points de vue avaient leur mérite, mais il était convaincu que l'action immédiate était nécessaire. Il devait protéger les frontières tout en préservant l'intégrité du pays. Cependant, il savait qu'il ne pourrait pas le faire seul. Le soutien de la population, la loyauté des militaires et l'engagement de ses collègues dans les forces de l'ordre étaient cruciaux pour réussir. Au-delà de la répression, il avait besoin d'un changement de culture au sein de la douane et de l'armée, axé sur la responsabilité et la vigilance. Le défi était immense, mais Traoré était déterminé à mener son pays sur cette voie difficile, avec la conviction que chaque victoire contre la criminalité organisait une étape vers une nation plus forte et plus unie. Alors que les opérations de contre-attaque s'intensifiaient, un détail essentiel a été découvert. Le réseau de contrebande ne se limitait pas à la simple circulation de substances illicites. Les enquêteurs ont mis à jour une stratégie plus insidieuse. Des financements et des transactions clandestines alimentaient les insurgés et les groupes armés opérant dans le Sahel. Un simple réseau de contrebande de produits chimiques et de médicaments s'était transformé en un instrument de déstabilisation régionale. Les barils d'explosifs n'étaient pas destinés à un simple trafic. Ils étaient destinés à des attaques contre des infrastructures clés, des attaques terroristes qui pouvaient fracturer l'unité fragile du Burkina Faso. Ce pivot inattendu a changé la donne. L'idée que ce réseau était uniquement un problème criminel local a été balayée. Il devenait désormais clair que l'enjeu dépassait la simple criminalité organisée. C'était une lutte pour le contrôle de l'État et de la souveraineté. Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration publique soulignant l'importance d'une réponse nationale unifiée, mais aussi la nécessité de renforcer la coopération avec les voisins pour stopper le financement des groupes de terroristes. Traoré savait que l'heure était grave. Le Burkina Faso était confronté à un ennemi invisible, tapi dans l'ombre, et le combat ne faisait que commencer. La découverte des barils d'explosifs et des produits chimiques a secoué non seulement le Burkina Faso, mais toute la région du Sahel. Les conséquences immédiates ont été dramatiques. À l'échelle nationale, la menace qui pesait sur le pays était devenue une réalité. Si ces marchandises avaient traversé la frontière sans être interceptées, elles auraient causé des ravages incalculables. Les barils de cyanure auraient empoisonné les rivières, une ressource vitale pour les populations locales. La destruction des infrastructures et des villages n'était qu'une question de temps. Les médicaments contrefaits auraient tué des centaines, sinon des milliers, de personnes, principalement dans les zones rurales où les soins médicaux sont déjà rares et insuffisants. Mais au-delà de ces pertes humaines et matérielles immédiates, il y avait un effet secondaire plus subtil, mais tout aussi significatif, l'impact psychologique sur la population. La découverte de ce complot a renforcé la peur que des éléments extérieurs cherchaient à déstabiliser l'État. Cela a mis en lumière l'ampleur de la menace qui pesait sur le pays et a éveillé les consciences à l'importance de la vigilance nationale. Les citoyens se sont sentis directement concernés, voyant dans chaque douanier et chaque soldat un rempart contre le chaos. L'impact de l'opération a également été tangible au niveau de l'économie locale.
En neutralisant une partie de ce réseau de contrebande, les autorités ont réussi à stopper un certain flux d'argent destiné à des groupes terroristes. Ces groupes dépendaient d'une chaîne logistique complexe, alimentée par le trafic de produits illicites pour financer leurs attaques contre l'État. La réussite de l'opération a donc non seulement renforcé la position de l'État sur le terrain, mais elle a également porté un coup au financement des insurgés dans le Sahel. Les groupes criminels, eux, ne se sont pas arrêtés. Ils ont adapté leur stratégie. Les routes empruntées par les contrebandiers ont été modifiées, de nouvelles routes ont été tracées. La violence n'a pas diminué, bien au contraire, elle s'est intensifiée dans certaines régions. Mais au fur et à mesure que les autorités se réorganisaient et adaptaient leur stratégie, les gains étaient progressivement récupérés. Il fallait plus qu'une seule victoire pour renverser la vapeur. C'était un processus lent mais constant. Le pays devait non seulement se défendre contre l'ennemi extérieur, mais aussi renforcer ses institutions internes pour qu'elles résistent aux tentatives de déstabilisation. Les voisins du Burkina Faso ont également réagi. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel ont renforcé leur coopération avec le Burkina Faso, partageant davantage d'informations et coordonnant leurs efforts contre la contrebande. Ce changement a marqué un tournant dans la façon dont les pays de la région considéraient leurs frontières. Les autorités burkinabées ont commencé à recevoir davantage de soutien de la part des partenaires internationaux, renforçant ainsi la résilience du pays face aux menaces extérieures. Les répercussions ont aussi touché la société civile. Les organisations de la société civile, initialement sceptiques envers la répression, ont reconnu l'importance de la lutte contre la criminalité organisée. Toutefois, des appels à ne pas sacrifier les droits de l'homme et à éviter toute dérive autoritaire se sont fait entendre. La vigilance et la fermeté de l'État devaient être équilibrées avec le respect des libertés individuelles. Traoré et ses hommes se retrouvaient donc face à un dilemme. Comment maintenir l'ordre et la sécurité tout en préservant les principes démocratiques et fondamentaux? Les mois à venir seraient décisifs pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays devait non seulement récupérer les terrains perdus face à la contrebande et au terrorisme, mais aussi renforcer ses institutions pour éviter de retomber dans le chaos. 3 scénarios étaient envisageables dans les 6 à 12 mois à venir. Dans le scénario de base, dans le meilleur des cas, les réformes initiées par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes commenceront à porter leurs fruits. Les points de contrôle seront plus sécurisés, le trafic de contrebande sera considérablement réduit et la coopération avec les pays voisins renforcera l'efficacité des opérations de contrôle aux frontières. Les groupes armés, ayant perdu une source importante de financement, commenceront à se désorganiser, bien que leur présence dans certaines régions demeure. Les autorités continueront à renforcer la légitimité de l'État en soutenant des initiatives économiques et en mettant en place des programmes d'éducation pour stabiliser le pays à long terme. Le Burkina Faso pourrait alors entrevoir une paix relative, malgré les défis persistants dans la région du Sahel. Dans le scénario optimiste, si le gouvernement réussit à maintenir sa ligne dure contre la criminalité, tout en développant des projets de développement économique local, le pays pourrait connaître une période de croissance modeste. Le soutien international se renforcera grâce à l'amélioration de la coopération régionale et au rétablissement de la sécurité. Les investissements dans les infrastructures et l'agriculture commenceront à porter leurs fruits. Le taux de criminalité baissera et la population pourra avoir des résultats concrets dans sa vie quotidienne, renforçant ainsi la légitimité du gouvernement. La vision de Traoré d'un Burkina Faso plus autonome et moins dépendant de l'aide extérieure deviendra plus réaliste. Dans le scénario pessimiste, le pire des cas, bien que moins probable, reste possible. Si les groupes criminels et terroristes réussissent à s'adapter rapidement et à retrouver des financements, l'instabilité pourrait augmenter. Les attaques terroristes pourraient se multiplier dans le Sahel et le Burkina Faso pourrait être pris entre deux feux, celui des insurgés et celui de ses voisins qui se battent également pour maintenir leur sécurité. Dans ce scénario, les tensions sociales pourraient monter, en particulier si les réformes échouent à produire des résultats visibles pour la population. Une pression croissante pourrait forcer le gouvernement à faire des compromis sur certains aspects de sa politique sécuritaire, ce qui risquerait de miner les gains obtenus. Dans tous les cas, la route sera semée d'embûches. Traoré et son équipe devront faire preuve d'une résilience hors du commun pour naviguer dans ces eaux troubles.
Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations du Sahel, se trouve à un carrefour historique. Ce pays, longtemps laissé pour compte dans l'ombre des grandes puissances et des conflits régionaux, a commencé à tracer sa propre voie. Le capitaine Ibrahim Traoré, à travers ses décisions audacieuses et sa détermination sans faille, incarne un changement profond. Mais ce changement n'est pas seulement politique ou militaire, il est social, culturel et avant tout humain. L'un des défis majeurs que le Burkina Faso a dû relever n'était pas seulement de combattre un ennemi extérieur, mais de renforcer sa cohésion interne. Le pays était déchiré par des années de corruption, de pauvreté et d'instabilité. Cependant, sous la direction de Traoré, les citoyens ont commencé à voir une lueur d'espoir. Chaque point de contrôle sécurisé, chaque cargaison de produits chimiques interceptés n'était pas seulement une victoire contre les criminels, mais une victoire pour l'avenir du peuple burkinabé. Ce processus de reconstruction n'est pas immédiat, mais il est palpable. Pour ceux qui ont observé de près ces événements, l'impact va bien au-delà de la simple sécurité. Il s'agit de redonner aux Burkinabés une sensation de contrôle sur leur destin. Un pays longtemps considéré comme une victime de la violence et de la pauvreté commence à se dresser, fier et déterminé. Cela a un effet d'entraînement. La société civile se réveille. Les jeunes, par exemple, commencent à voir des opportunités dans un pays qui, il y a encore peu de temps, semblait sans avenir. Ils se voient désormais comme les bâtisseurs de ce futur. Cela ne se limite pas à une bataille sur le terrain. C'est une lutte pour l'âme du pays. Le chemin vers la stabilité et la prospérité pour le Burkina Faso passe par plusieurs étapes clés. D'abord, il est impératif que le pays continue à renforcer ses infrastructures de sécurité. Les douanes, les forces armées et la police doivent bénéficier d'une formation continue et d'un soutien logistique pour garantir que les points de contrôle restent opérationnels et efficaces. Cela inclut également l'amélioration de la coopération entre les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et le Togo, afin de créer un véritable bouclier régional contre la criminalité transnationale. Ensuite, le Burkina Faso devra mettre en place un programme de réinsertion économique pour les zones les plus affectées par le trafic de contrebande. Cela pourrait prendre la forme de subventions pour les agriculteurs, d'investissements dans les infrastructures rurales et de programmes éducatifs destinés à renforcer l'autonomie des jeunes générations. L'un des plus grands défis de l'État burkinabé sera de diversifier son économie pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide internationale et des matières premières. Enfin, pour garantir la durabilité de ces efforts, il est crucial que les réformes politiques et sociales aillent de pair avec une gouvernance transparente. La lutte contre la corruption, bien que difficile, sera essentielle pour maintenir la confiance du public et attirer des investisseurs étrangers. En soutenant les initiatives de développement local, en facilitant l'accès à l'éducation et en renforçant les droits de l'homme, le Burkina Faso peut espérer non seulement surmonter ces défis actuels, mais aussi bâtir une société plus équitable et résiliente. Au fur et à mesure que les mois passaient, une transformation silencieuse s'opérait au Burkina Faso. Le pays, longtemps déchiré par la violence et la corruption, commençait à se reconstruire. Ibrahim Traoré et ses hommes avaient réussi à poser les bases d'un changement profond, mais ce changement allait bien au-delà de la simple sécurisation des frontières ou de la défaite des groupes criminels. Ce qu'ils avaient réussi à accomplir, c'était une renaissance du sens de la dignité nationale. Chaque point de contrôle, chaque opération réussie contre la contrebande devenait un symbole de ce renouveau. Le Burkina Faso n'était plus seulement une terre de transit pour les trafiquants et les insurgés. C'était désormais un pays qui, sous l'œil vigilant de ses citoyens et de ses défenseurs, écrivait son propre avenir. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas juste une victoire sur les criminels. C'était une victoire sur l'abandon, sur la résignation. Le pays se leva, et avec lui, une nouvelle génération de Burkinabés qui croyaient que leur nation pourrait se défendre et prospérer de ses propres forces. Cette fois, cette vision collective serait la vraie victoire à long terme. Parce que dans le silence qui suivait chaque opération, dans l'air calme du matin après chaque saisie, il y avait un message plus grand. Une nation qui se tient debout ne se brise jamais. Alors que le Burkina Faso poursuit son chemin vers une stabilité retrouvée, il est essentiel que chacun d'entre nous reconnaisse l'importance de cette quête pour l'autonomie. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de sécurité, c'est une question de dignité, de fierté
et de responsabilité. Le peuple burkinabé, avec son courage et sa détermination, a montré au monde entier que même les plus petites nations peuvent résister à l'injustice et à la peur. À travers cette histoire, nous pouvons tirer des leçons pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. La vraie souveraineté ne réside pas uniquement dans les ressources ou les armes, mais dans la volonté collective de se tenir ensemble, de protéger ce qui est précieux et de dire non à l'inacceptable. Alors, pour vous, les spectateurs de cette histoire, comment pouvez-vous contribuer à votre propre manière à la défense de vos valeurs et de votre sécurité ? Abonnez-vous pour en savoir plus sur des histoires inspirantes comme celle-ci et partagez vos réflexions dans les commentaires. L'histoire du Burkina Faso est un appel à l'action, à la solidarité et à la résilience. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour protéger ce qui vous est cher ?